maintenant poursuivre mon voyage au milieu des énigmes dont je vous présente concernant ce département des Pyrénées-Atlantiques. Et je vais commencer tout de suite par la 6e maintenant, qui vous est certainement très familière puisqu'il s'agit de la fameuse grille de Bayonne. Alors c'est une énigme qui est connue depuis longtemps et je me devais évidemment de vous en parler, même si à mon avis, ça n'est pas la plus intéressante. En 2 mots, de quoi s'agit-il? Pardon. Pendant environ 2 mois, le bureau de Bayonne utilise la grille oblitérante qui avait servi dans les années 1849-1852. Donc il utilise cette grille à la place de sa griffe petit chiffre 259 qui était normalement en service. Que s'est-il passé? Ben, à ce jour, on n'a toujours pas trouvé la raison de ce changement soudain. On se contente de constater. Alors, essayons quand même de cerner le problème du mieux possible. Première question, quelle fut la période précise d'utilisation de la grille? Alors aujourd'hui, on connaît assez bien. La première date connue est le 23 février, que vous voyez ici en haut, et la dernière est le 4 avril, que vous voyez ici en bas. Entre ces deux dates, tous les jours sont connus, enfin moi j'ai vu tous les jours sauf un, le 27 février, et au cours de cette période, du 23 février au 4 avril, jamais on ne voit le petit chiffre. Alors on sait par ailleurs que le bureau de Bayonne utilise encore la griffe petit chiffre le 22 février. Alors malheureusement, je ne peux pas vous montrer de photo, je l'ai vue, mais je ne l'ai pas en photo. Je vous en montre une ici qui est de quelques jours auparavant, du 16 février. Et la griffe petit chiffre est réutilisée, vous la voyez là, à partir du 5 avril. Autrement dit, on connaît au jour près les dates d'utilisation du petit chiffre et de la grille dans le courant des mois de février, mars et avril. Alors je dois dire aussi qu'en avril, on m'a signalé des dates comme le 7, le 10, le 11 et le 12, mais je ne les ai pas vues vraiment et je dois dire qu'elles me paraissent toutes très douteuses. Car à cette date, le petit chiffre est de nouveau utilisé, on en a la preuve, et une coexistence des deux timbres oblitérants me paraît hautement improbable. Enfin, comme je n'ai pas vu les pièces, je ne peux pas en être absolument certain. Ceci étant, sachez qu'au mois d'avril, on connaît quand même quelques fabrications. Alors, deuxième question, qu'est-ce qui amène le bureau de Bayonne à réutiliser la grille oblitérante? Bon, il y a deux hypothèses, on peut dire deux grandes séries d'hypothèses. La première, c'est que le timbre, le petit chiffre, s'est cassé. Et le deuxième, c'est la perte du petit chiffre par le bureau. J'avoue que je n'ai pas eu assez d'imagination pour imaginer une troisième piste. Alors, pour ce qui est de la première hypothèse, le bris du timbre oblitérant, on ne note dans les jours précédents la mise en œuvre de la grille, on ne note aucune dégradation progressive de la griffe petit chiffre. Comme on peut le voir par exemple sur cette griffe, sur cette lettre du 16 février. Bon, on peut se dire que le 2 est peut-être un peu abîmé tel qu'on le voit là, mais en réalité ça semble plus dû à une mauvaise inclinaison du tampon que à une véritable dégradation de la griffe petit chiffre, pardon. D'autre part, si la dégradation avait été progressive, on peut imaginer que le directeur du bureau de Bayonne en aurait demandé le remplacement, comme cela est prévu par les textes, de façon un peu plus prématurée. Bon. Cependant, pour être tout à fait complet, intrigante, on connaît une lettre, je n'en ai vu qu'une, qui date du 20 août 59, donc plus d'un an auparavant, un peu moins d'un an auparavant, donc sur laquelle on peut voir que le petit chiffre est quand même un peu bizarre. Alors, est-ce que c'est une dégradation? Est-ce que c'est une fabrication locale du petit chiffre? On n'en sait rien, mais toujours est-il que ce chiffre, manifestement, est un peu dégradé. On n'en connaît pas d'autres.
Donc, je ne pense pas qu'a priori, cette chose qui a été signalée par Baudot, par Jean-François Baudot, corresponde, pardon, soit vraiment en relation avec l'arrivée de la grille. Je le mentionne néanmoins à toute fin utile, disons. Ceci étant, pour ce qui est de la deuxième hypothèse, c'est-à-dire la perte du cachet, je vous avoue que je n'y crois guère non plus. Qu'un bureau, Bayonne était un bureau composé de 4e catégorie, donc quand même relativement important, qu'il ait pu égarer son petit chiffre paraît quand même assez invraisemblable. On pourrait imaginer aussi qu'on le lui ait volé, mais quel est l'intérêt pour le voleur de voler un cachet petit chiffre? On ne sait jamais, bien entendu. On peut faire toutes sortes d'hypothèses, toutes plus farfelues les unes que les autres, mais enfin, on n'en a aucune qui est quand même un véritable début de vraisemblance. Alors, on peut noter aussi que le bureau se sert de sa grille le lendemain du dernier jour d'utilisation du petit chiffre. Ça exclut donc que la grille lui a été envoyée par le bureau du matériel à Paris. Ça veut dire qu'en fait, il avait gardé la grille qu'il utilisait dans la période 1849-1852, contrairement aux instructions. Et on sait que Bayonne n'a pas été le seul dans ce cas-là. Voilà, mais ceci étant dit, aucune hypothèse raisonnable ne se dégage. Alors, troisième question, que se passe-t-il à partir du 23 février, date de mise en service de la grille? Quelle que soit la raison de la disparition du petit chiffre, le directeur du bureau de Bayonne a dû prévenir sa hiérarchie et indiquer qu'il utilisait la grille pour oblitérer les timbres-poste. Et il a dû demander des instructions pour confirmer ce qu'il avait commencé de faire. Hélas, on n'a trouvé nulle part dans les archives à ce jour de traces de ces échanges. Dernière question, la grille petit chiffre qui est utilisée à partir du 5 avril, donc à partir du moment où la grille est abandonnée et où on a de nouveau un petit chiffre, est-elle différente de celle utilisée avant le 23 février? Alors, on peut se poser la question parce que si c'est la même, on pourrait penser soit que le petit chiffre a été retrouvé par le bureau de Bayonne, égaré puis retrouvé, soit que le bureau du matériel disposait d'une griffe petit chiffre en réserve et qu'elle lui l'avait envoyé à Bayonne. Alors, je dois dire que moi, personnellement, je n'ai pas l'œil assez expert et assez perçant pour répondre de façon assurée. Mais il me semble néanmoins que les deux petits chiffres sont assez différents. Je vous ai fait ce petit montage pour vous en laisser juge. Voilà ici un certain nombre de frappes, aussi bien frappées que possible, d'avant la période de la grille, et en voici deux autres immédiatement après la période de la grille. Bon. C'est pas absolument flagrant, mais il me semble quand même, notamment dans la forme du 2, que ce n'est pas tout à fait le même petit chiffre. Voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui en résumé sur cette grille petit chiffre et sur cette grille, pardon, et sur les petits chiffres avant et après 1860. L'énigme reste donc entière. Je remercie Gilbert Douron pour la relecture critique de cette énigme-là. Alors, septième énigme, on va rester à Bayonne et on fait un tout petit saut dans le temps, enfin à peine d'ailleurs, puisque on va s'intéresser non pas au bureau de Bayonne, mais à un bureau annexe qui s'appelle Bayonne Saint-Esprit. Et que s'est-il passé dans ce bureau entre 1857 et 1863? Alors, pour mieux saisir le sens de cette question, il faut d'abord jeter un petit coup d'œil sur un plan de la ville de Bayonne. Vous le voyez ici
l'Adour, et ici son affluent, la Nive. Et ces deux rivières, ou ce fleuve, l'Adour est un fleuve, pardon, et cette rivière partagent la ville en 3 quartiers. Ici, la vieille ville de Bayonne, le cœur de Bayonne. Ici, ce qu'on appelle le Petit Bayonne. Et puis de l'autre côté de l'Adour, ce qu'on appelle ici Saint-Esprit. Donc, la partie qui est là. 3 quartiers par conséquent. Vous voyez aussi, ici on voit particulièrement bien des trucs militaires assez importants qui étaient pour la défense de la ville. Alors, ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'au milieu du XIXe siècle, le département des Landes et le département des Basses-Pyrénées s'arrêtait à l'Adour. Et donc ici, la rive droite de l'Adour, et donc Saint-Esprit, était dans les Landes. C'était une commune distincte de Bayonne et économiquement parlant, une cité assez industrieuse et assez peuplée. Vous voyez d'ailleurs par l'étendue que le quartier de Saint-Esprit n'était pas beaucoup plus petit que Bayonne ou le Grand Bayonne ou le Petit Bayonne. Ceci étant, l'arrivée du chemin de fer va créer une situation compliquée. En effet, la gare de chemin de fer de Bayonne, sur la ligne de Bayonne, je vais vous faire suivre la ligne de Bayonne. La ligne de chemin de fer, elle arrive par là. Elle passe au pied du fort, ici, et la gare est là. Pardon, excusez-moi. Voilà, la gare est ici. Donc, elle est à Saint-Esprit. Ensuite, la ligne continue. Ici, elle franchit l'Adour ici, et elle continue ici, vers Hendaye et l'Espagne. Alors, ça crée une situation compliquée parce que la gare étant à Saint-Esprit, la gare de Bayonne n'est pas dans le département des Basses-Pyrénées. Et les Bayonnais se plaignent amèrement des difficultés administratives que cela entraîne. Heureusement pour eux, on est dans le Second Empire et il se trouve que Napoléon III et Eugénie viennent presque tous les étés à Biarritz, qui est tout à côté de Bayonne. Donc, les élites locales profitent de la venue de Napoléon III et d'Eugénie pour plaider leur cause. Et leur cause, c'est évidemment le rattachement de Saint-Esprit non seulement au département des Basses-Pyrénées, mais à Bayonne lui-même. Et il se trouve que les habitants de Saint-Esprit sont également d'accord. Donc, devant cette unanimité, une décision est prise et la commune de Saint-Esprit est fusionnée avec la commune de Bayonne le 15 septembre 1857. Or, à Saint-Esprit, il y avait un bureau de poste. Ce bureau avait été créé vers 1840, je ne me souviens plus exactement de la date, c'était une direction, mais du fait du rattachement de Saint-Esprit à Bayonne, que se passe-t-il? Alors au début, rien ne change. Voilà par exemple une lettre de Saint-Esprit du 6 octobre 57, donc quelques semaines après le rattachement de Saint-Esprit à Bayonne, et vous voyez qu'il utilise son ancien cachet, Saint-Esprit 39, 39 étant le numéro du département des Landes. Il utilise un petit chiffre qu'on ne voit pas très bien ici, mais qui est le 3051. Donc au début, rien ne change. Et puis, en septembre 1858, soit un an plus tard, la direction des postes décide de transférer la direction de Saint-Esprit dans un autre village voisin qui s'appelle Saint-Martin-de-Seignanx. Et ce bureau, Saint-Martin-de-Seignanx, récupère le petit chiffre 3051 de Saint-Esprit. Quelles sont les dispositions prises pour le bureau de Saint-Esprit? A-t-il été fermé? Cela paraît peu vraisemblable compte tenu du trafic postal déjà important, puisque c'était une direction, qu'il n'était pas question de transférer tout ce trafic postal à Saint-Martin-de-Seignanx,
ça aurait rallongé énormément de choses, et qu'en plus, avec l'arrivée du train, le trafic postal ne pouvait que croître. Or, on ne trouve aucune indication dans le bulletin mensuel, avant le numéro de juillet 1863, qui annonce la transformation d'un certain nombre de bureaux supplémentaires en direction. Alors vous voyez ici cette circulaire, donc de juillet 1863, transformation des bureaux supplémentaires, et vous voyez ici le bureau dans les Basses-Pyrénées, le bureau de Bayonne, Saint-Esprit, qui devient une direction. Alors c'est intéressant parce que on n'a eu aucune information sur ce que devenait le bureau de Bayonne-Saint-Esprit en 1858, mais tout d'un coup, en 1863, on apprend que Bayonne-Saint-Esprit était un bureau supplémentaire. Qu'est-ce qu'un bureau supplémentaire exactement? Quand on consulte l'instruction générale de 1856, on apprend que c'est une succursale d'une direction établie dans les villes d'une grande étendue. Est-ce que c'était une catégorie bien définie de bureau de poste, ou un mot volontairement un peu vague pour désigner des bureaux de statut proche mais pas forcément identiques, en particulier en ce qui concerne les opérations postales qui y étaient effectuées. Le flou dans lequel nous laisse l'instruction générale incite plutôt à pencher pour la deuxième solution, des bureaux à statut pouvant varier selon les succursales. Ceci étant, on n'en sait pas plus. Alors il a fallu que j'ai consulté pas mal d'autres documents. J'ai trouvé dans les rapports du préfet au Conseil général un rapport pour la session de 1858 et qui lui donne des indications assez précises. Il dit « La direction de Saint-Esprit, qui doit prochainement être transférée à Saint-Martin-de-Seignanx », donc le préfet était bien renseigné, la direction sera remplacée par un bureau supplémentaire affecté aux affranchissements et aux articles d'argent. Ce bureau sera géré par un commis de la direction de Bayonne, dont le personnel sera augmenté d'un agent. Et le rapport pour la session de l'année suivante, 1859, complète « Il avait été question l'an dernier d'un projet de bureau supplémentaire à Bayonne, quartier Saint-Esprit. Ce bureau a été mis en activité à partir du 16 septembre. » Donc, ces informations confirment que le bureau a continué de fonctionner sans solution de continuité, mais probablement pas pour l'ensemble des opérations postales, puisque le rapport du préfet ne parle que des affranchissements et des articles d'argent. Alors j'ai aussi exploré la presse locale. En l'occurrence, il y avait un journal presque quotidien qui paraissait à Bayonne, il s'appelle le Courrier de Bayonne, sur cette période, mais curieusement, je n'y ai trouvé aucune information complémentaire. J'ai aussi pu consulter quelques annuaires, malheureusement pas tous, des annuaires propres au département des Basses-Pyrénées. Alors j'ai pu consulter celui de 1862. Dans le chapitre consacré à l'administration des postes, on trouve une liste des personnels employés bureau par bureau. Et pour le bureau de Bayonne, en fin d'énumération, on trouve la mention « Madame Normand, préposée du bureau de Saint-Esprit », ce qui confirme bien la continuité du service, sans toutefois pouvoir préciser davantage. Donc en résumé, un bureau de poste a bien continué de fonctionner à Saint-Esprit sans solution de continuité après le transfert du bureau de direction à Saint-Martin-de-Seignanx. Le statut de ce bureau est en partie imprécis. Quelles opérations postales y étaient effectuées en pratique? Certainement les opérations les plus courantes, affranchissement et articles d'argent, mais y avait-il un échelon de distribution? Formait-il des dépêches, par exemple? Alors, est-ce que l'examen des lettres nous apporte des informations complémentaires? Jusqu'en 1857, donc tant que le bureau de Saint-Esprit est rattaché aux Landes, on trouve assez facilement
des lettres passées par le bureau de Saint-Esprit. Et puis, à partir de 1858, on ne voit plus aucun courrier identifiable comme provenant de Saint-Esprit jusqu'en 1861, c'est-à-dire pendant 3 ans. Dans cette période, il faut donc supposer que le courrier du bureau situé à Saint-Esprit se confond complètement avec celui du bureau principal de Bayonne. Soit que le courrier de Saint-Esprit soit rapatrié à Bayonne et traité au bureau de Bayonne, soit que le commis du bureau situé à Saint-Esprit dispose d'un timbre à date et d'un petit chiffre identique à ceux du bureau principal, la première hypothèse étant quand même la plus vraisemblable. Et puis en 1861, soudain, du courrier propre au bureau de Saint-Esprit réapparaît. En 1861, vous voyez, on est avant la circulaire de 1863 que je vous montrais tout à l'heure. Alors en 1861, on voit apparaître du courrier avec un timbre à date particulier, Bayonne A, on est bien dans le cadre d'un bureau supplémentaire, et un petit chiffre, 295A, 295 étant le petit chiffre du bureau de Bayonne. Mais l'administration n'avait, à cette date, rien annoncé. Alors, ayant vu ce pli, je vais maintenant vous en montrer un autre qui date, le voilà, Bayonne de janvier 1861. Donc, un petit peu avant, on remonte un tout petit peu dans le temps. Et que nous montre ce timbre? On voit que, à cette date, début janvier, le bureau de Bayonne A utilise bien, le bureau de Bayonne Saint-Esprit, pardon, utilise déjà ce Bayonne A de bureau supplémentaire, mais vous voyez que le petit chiffre, lui, n'est pas le 295A, c'est très net, c'est le 295 du bureau principal de Bayonne. Et au dos de la lettre, on voit que la lettre a été passée par le bureau principal de Bayonne, alors qu'elle est destinée pour la Charente inférieure. Alors quand vous savez que le bureau de Saint-Esprit était tout près de la gare, mais que cette lettre-là est repassée par le bureau principal de Bayonne pour ensuite retourner à la gare, on se rend compte que de plusieurs choses. D'abord, cette lettre a probablement été oblitérée au bureau de Bayonne, et que donc elle a perdu du temps, puisque datée du 2, elle est arrivée au bureau de Bayonne le 3, pour reprendre ensuite un ambulant la même journée, le 3. Elle a quand même perdu 24 heures. Alors, malheureusement, c'est la seule lettre que je connaisse de cette période, et ce traitement du courrier de Bayonne-Saint-Esprit rapatrié au bureau de Bayonne, je n'ai que cette lettre comme élément pour illustrer cette chose. Je pense qu'on doit donc rester quand même relativement réservé pour savoir exactement ce qui s'est passé. Il faudrait absolument trouver quelques autres lettres du début de cette année 61 ou de la fin des années 1860 pour savoir exactement ce qu'il en a été. Alors, la lettre de 1861, j'y reviens, elle, voilà celle-là, je vous montre maintenant le dos. Vous voyez qu'elle n'a comme timbre à date au dos que le bureau de Pau. C'était une lettre à destination de Pau, je rappelle. Voilà. Donc, puisqu'elle n'a comme timbre à date au dos que le bureau de Pau, ça veut dire que le bureau de Saint-Esprit a fait une dépêche pour Pau, et cette lettre-là n'est pas repassée par le bureau de Bayonne principal. Voilà. Ce qui reste comme élément, et comme, on peut dire comme énigme, c'est qu'est-ce qui s'est passé exactement avant les années 1800, pendant les années, disons, 1858-1860, pendant lesquelles on ne connaît aucun courrier spécifique ou identifié comme tel pour le bureau de Bayonne-Saint-Esprit. Et là, j'ai beau regarder toutes les lettres que je vois de Bayonne de cette période, je n'en ai même pas vu qui soient à l'intérieur datées de Bayonne-Saint-Esprit, ce qui pourrait aider sans doute à s'y reconnaître. Mais on ne le voit pas, il y a
il y a comme une espèce de trou qui reste une énigme, avec donc une légère lueur à partir du début de 1861, et puis ensuite, clairement, un bureau complémentaire, un bureau supplémentaire, pardon, pour les années 1861-1863, avant qu'enfin elle ne redevienne une direction comme elle n'aurait jamais dû cesser de l'être d'ailleurs, très probablement. Voilà, vous trouvez en bibliographie donc les rapports du Conseil, le courrier de Bayonne que j'ai consulté, des annuaires administratifs et les dictionnaires de Jean Pothion et de Jean Chevalier. Ah oui, alors je les ai mentionnés parce que il est quand même assez, je le signale, Jean Pothion, dans son dictionnaire des bureaux de poste, indique que le bureau de Bayonne-Saint-Esprit a été érigé en direction en juillet 1858. Alors tout ce que je vous ai montré là montre que ce n'est pas vrai, et je ne comprends pas d'où Jean Pothion, qui est en général extrêmement sérieux, a pu tirer cette information. Quant à Jean Chevalier, lui, dans son catalogue des cachets à date du type 11, 12, 13, 14, 15, il indique n'avoir vu le timbre à date Bayonne A qu'à partir d'avril 61. Donc ma lettre de janvier améliore un petit peu, mais j'ai l'impression qu'on aura du mal à l'améliorer encore beaucoup. Voilà pour cette énigme numéro 8 sur le Bayonne-Saint-Esprit. Et là encore, je remercie Pierre Rey et Gilbert Doron. Alors j'en viens maintenant à une énigme particulièrement difficile. J'espère que je ne vais pas être trop embrouillé pour vous la présenter. Elle a trait aux boîtes mobiles. Vous savez que c'est un sujet qui me tient à cœur, que j'ai pas mal étudié. Et l'énigme consiste à dire, est-ce que les timbres à date de boîtes mobiles correspondant au courrier d'entreprise qui va de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Palais, est-ce que ces timbres à date ont existé? Comme tous les départements français, le département des Basses-Pyrénées était sillonné par de nombreux courriers d'entreprise munis de boîtes mobiles. Dans les Basses-Pyrénées, la toute première boîte mobile apparaît dès 1864, comme vous le voyez ici, on voit boîte de Bayonne, et un ambulant ici, 1864, novembre 64. Elle est montée sur un courrier d'entreprise qui amène le courrier du bureau de poste de Bayonne à la gare de chemin de fer. On est donc complètement dans la continuation de l'énigme que je viens de vous présenter précédemment. Cette boîte a été créée avant même l'acte officiel de naissance des boîtes mobiles. C'est un précurseur en quelque sorte. Plusieurs autres courriers d'entreprise vont être munis de boîtes mobiles à partir de 1865 et les bureaux de poste situés sur le parcours de ces courriers vont recevoir des timbres à date spécifiques portant une mention boîte de type boîte mobile. Ces timbres à date étaient destinés au traitement des lettres jetées dans ces boîtes mobiles. Dans les Basses-Pyrénées, par exemple, j'en connais 3, Pau boîte mobile, Navarinx boîte mobile et Orthez boîte mobile. Alors d'une façon générale, si on se penche sur les trajets suivis par les courriers d'entreprise, on voit qu'un nombre relativement important de timbres à date dont on croit qu'ils devraient exister n'ont pourtant pas été trouvés. Ainsi, pour le courrier d'entreprise allant de Mauléon à Orthez par Navarinx, on connaît Navarinx et on connaît Orthez, mais on ne connaît pas Mauléon. Et on trouve des situations analogues dans toute la France. Dans les Basses-Pyrénées, le plus intriguant de ces courriers est celui qui relie Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Palais et qui fait l'objet de l'énigme. Alors, voilà une carte du département des Basses-Pyrénées. Saint-Jean-Pied-de-Port se trouve ici. On est tout près de la frontière avec l'Espagne. Ici, il y a un vieux chemin qui conduit à l'Espagne. Et Saint-Palais se trouve ici. Et sur ce trajet, on a 3 bureaux de poste, Saint-Jean-Pied-de-Port et Saint-Palais qui sont des directions. Et ici, l'Arceveau,
qui est une distribution. L'annuaire administratif que j'ai déjà évoqué dans l'énigme précédente, l'annuaire administratif pour l'année 1862 signale, il y a beaucoup de choses dans ces annuaires administratifs, et cet annuaire signale qu'un courrier d'entreprise en voiture circule entre ces deux villes. L'annuaire pour l'année 1871 le signale également. Alors, à quelle date a-t-il été pourvu d'une boîte mobile? Très probablement 1865 ou 1866, car en 1865, le marché du courrier d'entreprise est renouvelé. Et on le sait par des archives de M. Tanter, qui avait beaucoup étudié cette question des boîtes mobiles et qui avait relevé aux archives nationales tous les marchés de courrier d'entreprise qu'il avait pu trouver. Or, en 1865, l'administration exigeait désormais des courriers d'entreprise que les voitures soient munies de boîtes mobiles. Dès lors, pourrait-on penser, on devrait trouver 3 timbres à date, Saint-Palais boîte mobile, Saint-Jean-Pied-de-Port boîte mobile au type 15 et l'Arceveau boîte mobile au type 22, puisque l'Arceveau est une distribution. Alors je dois vous dire que je n'ai jamais vu aucun de ces timbres à date. Mais, ce qui laisse penser quand même qu'il s'est passé quelque chose, Jean et Vincent Potion, dans leur ouvrage France Oblitération, signalent le timbre à date 22 de l'Arceveau boîte mobile. Cela confirme donc bien qu'un courrier d'entreprise a été équipé d'une boîte mobile dès 65 et 66. Mais pourquoi n'a-t-on pas trouvé les timbres à date de l'Arceveau, de Saint-Palais et de Saint-Jean-Pied-de-Port, qui sont des directions, a priori donc plus fréquents que le timbre à date de l'Arceveau, qui est une distribution, et encore une petite distribution. Alors on peut avancer une première explication que j'ai envie de qualifier de paresseuse, c'est on ne les trouve pas parce qu'ils sont rares. Effectivement, comme je vous l'ai signalé, les courriers sur cette boîte mobile sont vraiment très peu fréquents. J'en ai vu, je crois, 5 ou 6 à tout casser, et tous ceux que je connais sont assez récents. En voilà 3 ici, vous voyez, de 1889, 1907, et celui-ci avec un timbre semeuse, la date est illisible, mais on voit bien qu'il est postérieur à 1900. Alors vous voyez que celui-ci, on lit très bien l'Arceveau, Basse-Pyrénées. Sur celui-ci, on lit Saint-Jean-Pied-de-Port, boîte mobile. Sur celui-ci, on a beaucoup plus de mal à lire, donc je vous demande de me croire, mais on lit bien l'Arceveau, Basse-Pyrénées. Donc, ces timbres, enfin, les lettres transportées par cette boîte mobile étant rares, on en déduit naturellement que les timbres à date de type 15 ou 22 devaient être extrêmement rares. Et on les découvrira peut-être un jour. Je dois dire que c'est longtemps ce que j'ai pensé, et cette explication était certainement recevable il y a 20 ou 30 ans. À cette époque, on découvrait tous les ans de nouveaux timbres à date de boîte mobile, et donc on se disait, bon, on finira bien par en trouver d'autres. Mais tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on a quand même recensé beaucoup de choses, il y a eu pas mal de chercheurs qui se sont recensés, qui se sont penchés sur la question, et au cours des 10 dernières années, 10 ans, on n'a trouvé que 4 nouveaux timbres à date marqués avec le libellé de boîte mobile. 4. Ça laisse penser qu'on va continuer d'en trouver, très certainement. Et peut-être va-t-on trouver Saint-Palais et Saint-Jean-Pied-de-Port. Mais il est probable qu'il y a quand même une autre explication.
Alors, voilà. Pour ce qui est de savoir si oui ou non ces cachets ont pu exister, je suis obligé de faire un petit détour maintenant pour revenir au fonctionnement des boîtes mobiles. Et je vous dis tout de suite, je suis obligé de faire un certain nombre de spéculations qui me paraissent vraisemblables, j'y reviendrai d'ailleurs, mais j'insiste bien sur le fait qu'il ne s'agit que de spéculations. La première remarque qu'il faut faire, c'est que lorsque les timbres à date avec le libellé boîte mobile sont mis en service, la circulaire numéro 393 de mai 1865, le texte explique comment le courrier doit être traité, mais il l'explique uniquement pour les bureaux intermédiaires. Ce qui est quand même surprenant. Comment les bureaux terminaux doivent-ils traiter ce courrier? Alors, pourquoi n'avoir traité que du cas des bureaux intermédiaires? Eh bien, la première raison, c'est que le point terminal d'un courrier d'entreprise pouvait être un bureau classique, mais ça pouvait aussi être une gare. Et cette gare pouvait être desservie par un ambulant, ou par des convoyeurs, ou par les deux. Vous voyez la complexité des instructions qu'il devait donner dans ces cas. Et qui plus est, le réseau des chemins de fer évoluait rapidement, nécessitant de nombreuses adaptations. Donc, pour moi, il est clair que si l'administration n'a pas parlé des bureaux terminaux, c'est parce que, déjà, ça rendait la circulaire à peu près incompréhensible. Mais il y a une autre raison. Et cette autre raison, elle concerne les cas où les points terminaux des trajets de courrier d'entreprise n'étaient pas des gares. Donc, un bureau de poste normal. Regardons le cas d'un bureau de poste auquel aboutissent deux courriers d'entreprise. Vous avez un bureau A avec un courrier d'entreprise, le premier ici et un deuxième ici. Si les horaires, premier cas de figure, les horaires du courrier d'entreprise 1 et du courrier d'entreprise 2 coïncident. C'est-à-dire qu'à un quart d'heure près, les courriers d'entreprise quittent le bureau A à peu près en même temps. Dans ce cas-là, vous voyez qu'on se trouve à peu près dans le cas d'un bureau intermédiaire. Le traitement du courrier extrait des boîtes mobiles peut se faire conformément à la circulaire, même si le travail est doublé, puisqu'il y a des lettres du courrier d'entreprise numéro 1 qui vont devoir aller dans le courrier d'entreprise numéro 2, et d'autres du courrier d'entreprise numéro 2 vont aller dans le courrier d'entreprise numéro 1. Mais on voit bien que la Poste a certainement voulu que dans ces cas-là, le courrier extrait de la boîte mobile du courrier d'entreprise numéro 2 n'attende pas au bureau A le trajet suivant du courrier d'entreprise numéro 1. Ce n'était pas du tout l'esprit de la Poste. Donc, il est très probable, vous voyez les spéculations dont je parlais tout à l'heure, il est très probable que le bureau A traitait les deux courriers extraits des deux boîtes mobiles et faisait le nécessaire pour que les boîtes mobiles, les courriers d'entreprise repartent avec le courrier qui avait été traité. Donc ça, c'est un premier cas. Les courriers d'entreprise partent à peu près en même temps. Maintenant, deuxième cas, les courriers d'entreprise ne partent pas en même temps. Ils sont décalés de 1 heure, 2 heures, 3 heures. Pour une raison ou pour une autre, on voit bien que lorsque le courrier d'entreprise numéro 1 arrive, le bureau A vide la boîte mobile, et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait du courrier? Et il y a deux hypothèses, ou bien il le met de côté, ou bien il le traite. Et pourquoi le mettrait-il de côté? D'abord, ça ne correspond absolument pas à la façon de procéder habituelle des bureaux de poste,
Et puis deuxièmement, ça introduit des risques et tout, donc il n'y a aucune raison qu'ils le mettent de côté. Donc ils le traitent. S'ils le traitent, ça veut dire qu'il effectue dessus toutes les opérations postales habituelles, il le répartit dans ses casiers, il vérifie les taxes éventuellement, il oblitère, etc. Mais à ce moment-là, pourquoi mettrait-il le timbre à date d'une boîte mobile? Le timbre à date d'une boîte mobile, il a pour but de montrer que le courrier a immédiatement suivi. Et donc, il est très probable que dans ce cas-là, le bureau A n'applique pas de timbre à date de boîte mobile, mais le timbre à date ordinaire. Et de la même façon, quand le courrier d'entreprise numéro 2 va arriver, le bureau A va faire la même chose et n'appliquera que son timbre à date ordinaire. Si le bureau A n'a pas besoin d'un timbre à date de boîte mobile, pourquoi la Poste lui en fournirait un tel un? Et donc, dans ce cas-là, quoique des courriers d'entreprise aboutissent au bureau A, il est probable, comme tout ça sont des spéculations, j'insiste sur il est probable que le bureau A ne reçoit pas de timbre à date avec le libellé boîte mobile et que par conséquent, il est normal qu'on ne le trouve pas. Alors là, je vous ai examiné le cas, enfin j'ai parlé d'un cas où aboutissaient 2 courriers d'entreprise. Mais il y a des cas où il n'y en a pas 2, mais 3 qui aboutissent. Vous imaginez que c'est encore plus compliqué. Revenons à nos bureaux maintenant. Vous voyez que le bureau de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a 2 courriers d'entreprise qui partent de Saint-Jean-Pied-de-Port. L'un, qui est celui qui nous intéresse, qui va à Saint-Palais, et un deuxième, ici, qui va jusqu'à Bayonne. Donc, on se trouve bien dans le cas de figure que je vous ai décrit. Alors, est-ce que ces 2 courriers partaient en même temps de Saint-Jean-Pied-de-Port ou pas? Je ne le sais pas. Je n'ai pas trouvé le moyen de le savoir parce qu'on n'a, en général, jamais trouvé les horaires exacts des courriers d'entreprise. En tout cas, moi, je ne les connais pas. Mais ce qu'on peut dire quand même, c'est que le courrier partant de Saint-Jean-Pied-de-Port, il était calculé, son horaire était calculé de telle façon qu'il arrive au bureau de Bayonne pour pouvoir être ensuite emmené par le train ici qui remontait vers Paris ou qui allait vers l'Espagne. Donc, il y avait des raisons d'organiser le trafic d'une façon précise. Pour ce qui est du courrier d'entreprise qui allait de Saint-Jean-Pied-de-Port à Saint-Palais, vous voyez ici qu'il est prolongé par un autre courrier d'entreprise qui allait dans un premier temps à Orthez quand c'était encore la Malleposte, puis à Puyot quand il y a eu le chemin de fer. Là aussi, on voit bien que la marche de ces courriers d'entreprise a dû être réglée en fonction des horaires de la Malleposte d'abord, puis du train, ici qui passait à Puyot, qui était le train de Bayonne à Toulouse, ou à Sète. Et donc, il y avait de bonnes raisons pour créer des horaires spécifiques ici et un horaire spécifique là. Est-ce que ça permettait que les 2 courriers d'entreprise partent en même temps de Saint-Jean-Pied-de-Port? Vous voyez que il faudrait vraiment un hasard extraordinaire pour que ces deux courriers d'entreprise partent en même temps de Saint-Jean-Pied-de-Port. Et s'ils ne partaient pas en même temps de Saint-Jean-Pied-de-Port, il y a des chances pour que le timbre à date de boîte mobile de Saint-Jean-Pied-de-Port n'ait jamais existé. Et quant à Saint-Palais, vous voyez que ce ne sont pas 2, mais 3 courriers d'entreprise qui aboutissaient à Saint-Palais. Et là encore, pour avoir une concordance des courriers, il y a quand même une chance infime. Et cette explication que je vous donne sur cet exemple, vous voyez qu'on peut sans doute la décliner dans
de très nombreux autres courriers d'entreprise à travers la France. Et peut-être, je dis bien peut-être, est-ce la raison pour laquelle on trouve si peu de timbres à date, enfin relativement peu, de timbres à date de boîtes mobiles, de bureaux terminaux, des courriers d'entreprise. Voilà, j'espère que je vous ai quand même pas trop perdu à travers ces explications tournées autour des bureaux, des boîtes mobiles. Mais il y a là une piste qu'il faudra sans doute continuer à creuser pour trouver la raison de l'absence d'autant de timbres à date de boîtes mobiles. Donc voilà la bibliographie que je peux vous proposer, les annuaires administratifs, les archives de M. Tanter, le France Oblitération de Vincent Poutillon et plusieurs des articles que j'ai pu écrire, dont un avec M. Tanter sur les boîtes mobiles. Et je remercie Gilbert Duron et Pierre Rey, vous voyez qu'ils reviennent souvent, ils m'ont bien aidé pour préparer l'ensemble de ces énigmes. Alors nous nous approchons tout doucement de la fin. L'avant-dernière énigme, elle, est d'une nature très différente, mais on reste à Bayonne. Elle s'appelle « Mais où sont passées les lettres ?» et il s'agit du courrier carliste passé par Bayonne entre janvier et juillet 1874. Et là, je vais commencer par vous présenter une personne dont je n'ai malheureusement pas le portrait, mais qui s'appelle, c'est un personnage peu habituel, il s'appelle Don Francisco Bonilla. On est en 1874 à Bayonne, et cette personne remplit une fonction très inattendue. Son titre officiel est Encargado de la correspondencia en Bayonne, c'est-à-dire chargé de la correspondance à Bayonne. Bizarre, hein? En effet, depuis le 1er janvier 1874, il a pour mission de réceptionner à Bayonne les dépêches en provenance de la Navarre espagnole régie par l'administration carliste. Dépêches contenant le courrier carliste à destination de l'étranger. Alors, qu'est-ce que c'est que le carlisme? Le carlisme, c'est un soulèvement. En 1874, ce n'est pas le premier, c'est le deuxième ou le troisième, selon la façon dont on compte, qui se passe en Espagne, qui est un soulèvement royaliste visant à rétablir une royauté pure et dure face à l'administration de Madrid. Et donc, c'est une guerre civile qui se développait dans différentes régions d'Espagne, mais essentiellement dans les provinces du nord de l'Espagne, en Navarre, en Biscaye, en Guipuscoa et en Álava. Cette révolte est menée par Don Carlos, d'où le nom de guerre carliste. Alors Don Carlos, lui, j'ai un portrait en timbre. Alors ça, c'est pas le timbre authentique, hein, c'est une réimpression. Il a mis sur pied dans ces provinces de Navarre, Biscaye et Guipuscoa et Álava une administration postale qui émet des timbres. Ceci est le timbre numéro 1. Il a d'ailleurs été imprimé à Bayonne. Mais un problème de l'administration carliste, c'est que si elle occupe bien toutes ces régions du nord de l'Espagne, elle n'occupe aucune des villes importantes. Elle n'occupe ni Bilbao, ni Saint-Sébastien, ni Pampelune, ni Vitoria, ni Irún en particulier, qui permettrait de passer la frontière. Donc, comment faire quand on ne détient ni les ports, ni les villes frontières? Eh bien, on organise une poste locale et on crée un bureau de poste dans le pays voisin, à Bayonne. Alors, comment fonctionne-t-il? L'administration carliste instaure un système de double enveloppe. Une enveloppe extérieure est adressée
au fameux encargado de la correspondencia à Bayonne. Et cette lettre est affranchie au moyen du timbre carliste numéro 1. En voici une. Vous voyez, elle vient de Vergara, qui est dans la province de Saint-Sébastien, pour le chargé de la correspondance à Bayonne. Le timbre a été oblitéré au bureau de départ. Si jamais il n'a pas été oblitéré, il peut être oblitéré à l'arrivée avec un timbre oblitérant très caractéristique du bureau de Bayonne. C'est cette étoile avec la fleur de lys au centre. À l'intérieur de l'enveloppe se trouve la lettre à expédier. Elle peut être affranchie au tarif français, en timbre français. Il y avait pas mal de personnes dans ces provinces qui détenaient des timbres français. Si elle n'était pas affranchie, l'expéditeur devait avoir joint à son envoi, avec la lettre, le nombre de timbres carlistes, le nombre d'exemplaires du numéro 1 correspondant au port français pour la destination du pli. Et les tarifs français étaient publiés dans la presse carliste. Le correspondant à Bayonne, le chargé de la correspondance, a ouvert la lettre, trouvé à l'intérieur la lettre à expédier, l'affranchissement nécessaire, enfin le prix de l'affranchissement si la lettre n'était pas affranchie en timbre carliste numéro 1. À ce moment-là, il annulait ses timbres pour sa propre comptabilité, mettait l'équivalent en timbre français sur la lettre et remettait la lettre à la poste française. Le système était astucieux, mais il est quand même étonnant, évidemment. D'abord parce qu'on voit une poste étrangère fonctionner sur le territoire français. Ce sont des employés carlistes qui acheminaient les dépêches d'Espagne à Bayonne et y rentraient par un petit chemin. Par la frontière était à Ainhoa et par Espelette et la route de Bayonne. Donc c'est un petit chemin qui permettait d'acheminer le courrier jusqu'à Bayonne. Cela n'a pu se faire évidemment qu'avec l'accord du gouvernement français. Mais celui-ci s'est bien gardé de lui donner la moindre publicité, ni même de le rendre officiel. Aussi, quand le gouvernement espagnol a été informé de cette situation et qu'il s'en est indigné auprès du gouvernement français, celui-ci a bien été obligé de prier le señor Don Bonilla de fermer son bureau et de retourner en Espagne. On est alors en juillet 1874. Le bureau aura fonctionné pendant 6 mois. On comprend que les lettres ne soient pas très communes. Alors, revenons un petit peu en arrière. Je vous ai dit que le chargé de la correspondance remettait le courrier affranchi en timbre-poste français à la poste. Le bon sens laisse penser qu'il les remettait au bureau de poste de Bayonne, auquel il devait par ailleurs acheter les timbres poste dont il avait besoin. Cela a dû représenter, pour le bureau de Bayonne, un certain surcroît de travail et de recettes, mais je n'ai trouvé aucune trace de cela, ni dans les archives, ni dans la presse locale. Pire, si on connaît un nombre certain de lettres adressées au chargé de la correspondance à Bayonne, telles que celles que je vous ai montrées tout à l'heure, on ne connaît aucune des lettres contenues dans ces courriers. Voilà une énigme, voilà une découverte à faire. Donc je vous encourage à regarder de près vos lettres de Bayonne du premier semestre 1874, surtout si elles sont affranchies avec un 40 centimes CRS, ou en tout cas pour l'étranger, car on sait que la plupart des lettres ainsi expédiées n'étaient pas à destination de la France. Alors j'ai évoqué jusqu'à présent le cas du courrier expédié d'Espagne, mais qu'en est-il du courrier vers l'Espagne? On a très peu d'informations à ce propos. On sait que le chargé de correspondance à Bayonne a acheminé du courrier de Bayonne vers l'Espagne, mais on sait qu'il y a eu aussi d'autres possibilités et je me propose d'ailleurs de vous montrer une lettre de ce genre à une prochaine pièce du mois, un peu plus tard. Mais comment tout cela fonctionnait-il? Il y a encore beaucoup à découvrir.
Pour conclure, je dirais que la correspondance entre le bastion carliste et les pays étrangers à travers la France durant la Troisième Guerre carliste, donc, qui dure de 1872 à 1876, est un chapitre d'histoire particulièrement méconnu et particulièrement difficile. Je ne vous ai présenté ici que le volet le plus spectaculaire et le moins mal connu. Donc voilà une bibliographie, elle est exclusivement espagnole, mais si ce sujet vous intéresse, je vous recommande tout particulièrement le premier d'Eduardo Escalada Goicoechea, qui est l'organisation du courrier carliste, et il est un espagnol évidemment, qui est un ouvrage remarquable et qui donne une quantité d'informations sur la façon dont ce courrier carliste était organisé, mais, pardon, mais où la partie internationale reste malheureusement assez maigre. Voilà, je remercie, voilà, et je passe à la dernière énigme, la numéro 10, le bureau d'Andaille-Plage. Donc on passe à un sujet très différent maintenant. Le bureau d'Andaille-Plage, recette ou recette auxiliaire. Donc vous voyez, ces énigmes nous ont fait sauter du coq à l'âne à des sujets extrêmement variés. Là, nous arrivons dans une période de la première moitié du XXe siècle, à Andaille. Andaille est une station balnéaire, tout le monde le sait, qui s'est développée très rapidement à partir du début du XXe siècle. Dès le XIXe, Biarritz est très connu, mais dès le début du XXe, toute une série de stations balnéaires se développent sur la côte basque, et en particulier donc celle de Andaille. Alors le village de Andaille a été doté d'un bureau de poste en 1874. C'est tout de suite une recette, mais la plage est assez éloignée du village. Alors, je vais vous montrer ça. Voilà une carte postale, une vue aérienne, sur laquelle on voit bien ici, voilà le village d'Andaille, il est ici. Ici, vous voyez la route pour l'Espagne, il y a aussi le chemin de fer quelque part, et Andaille-Plage est là. Ici, on voit le casino. Voilà, donc vous voyez, on n'est pas à côté. Le besoin d'un bureau de poste plus rapproché que celui de la ville s'intensifie donc assez rapidement et finalement, une recette auxiliaire, Andaille-Plage, est ouverte le 16 août 1906. Le bulletin mensuel l'annexe numéro 11 de septembre 1906 annonce l'ouverture du bureau et indique que celui-ci est ouvert toute l'année, ce que confirme la carte ci-dessus, vous voyez, qui est de l'année d'ouverture du bureau, mais qui date du mois de novembre. On est donc vraiment hors saison. Par la suite, on constate une alternance de périodes pendant laquelle ce bureau utilise soit un timbre à date de recette, soit un timbre de recette à date auxiliaire rurale. Un timbre à date de recette auxiliaire rurale. Mais ce qui est assez troublant, c'est qu'à 3 reprises, le bureau utilise les deux au cours de la même année et je n'ai trouvé aucune indication à ce sujet dans le bulletin mensuel. Alors, si on regarde le petit tableau chronologique, voilà les choses. Ici, vous avez les périodes pendant lesquelles le bureau utilise un timbre à date de recette auxiliaire et ici, un timbre à date de recette. Donc déjà, on voit une valse hésitation de l'administration à ce sujet. Et puis pendant 3 périodes, qui sont les périodes marquées ici en violet clair, on trouve dans ces périodes les 2 timbres à date utilisés plus ou moins simultanément, comme vous allez le voir. Alors voyons cela de plus près. La première période va de juin 27 à juin 28. Et sur cette période, j'ai relevé les éléments suivants. Vous voyez ici, on voit les mois de l'année, l'année 27 et l'année 28, et on voit timbre à date de recette auxiliaire ou timbre à date de recette. Alors, on voit
que les recettes auxiliaires sont plutôt utilisées dans la période où il n'y a pas trop de monde, mais on voit quand même ici qu'au mois de juin, au cours du mois de juin, les 2 cachets à date sont utilisés. Bon, c'est c'est un premier étonnement. Non, excusez-moi, voilà. Premier étonnement, mais on peut imaginer qu'il y ait eu un fonctionnement dans lequel on utilise les timbres à date de recettes. Alors, je fais très attention en vous disant on utilise les timbres à date de recettes et je ne dis pas le bureau est une recette, parce que je n'en sais rien. Donc, je constate simplement qu'il utilise un timbre à date de recette. Bon. Mais on voit les deux utilisés. Alors, monsieur Concégeau, Jacques Concégeau, a fait un inventaire des marques postales et oblitérations des Basses-Pyrénées, qui est un document assez important et qui est assez bien documenté pour ce qui est des timbres à date manuels. Et il indique que le bureau de recette auxiliaire rurale d'Andaille-Plage devient une recette temporaire annexe en juillet 26. Malheureusement, il ne donne pas la source de cette information, mais il m'a dit avoir consulté les archives de la direction départementale des postes des Pyrénées-Atlantiques pour cette question des dates d'ouverture. Bon. Si on prend cette information comme exacte, on peut déduire de l'ensemble des informations rassemblées que le bureau semble inactif l'hiver, encore qu'ici on trouve décembre, et qu'il semble ouvrir en recette auxiliaire, puis qu'il il utilise donc un timbre à date de recette entre juin et septembre. Mais vous voyez encore que les lettres qu'on a données m'obligent à rester quand même un peu dans le flou. Donc, premières interrogations. Deuxième période maintenant, on va en 36, dans les années 36 et 37. Je reviens à mon petit schéma, si vous voulez. Voilà, on vient dans cette deuxième période ici, qui va de janvier 36, ici, à juillet 37. Alors là, la difficulté vient de ce que le courrier pendant cette période est quand même très peu, j'en connais très peu. J'en connais, on le voit ici, pendant la période d'été. Bon, on en trouve un petit peu, mais encore une fois, pas beaucoup. Je connais qu'une dizaine de lettres pour cette période. Et puis on en trouve ici une en recette auxiliaire pour l'hiver. Bon. Sur cette base, on pourrait dire qu'il se passe à peu près ce qui s'est passé dans la période mixte précédente, mais on connaît trop peu de lettres pour être réellement affirmatif. Et on reste donc dans le flou. La troisième période, elle, va ici. Alors elle dure 4 ans. On va d'août 48 à octobre 42. Bon. Et cette période est nettement mieux documentée. Voilà ce que j'ai trouvé. On trouve les recettes, on trouve l'utilisation conjointe du timbre à date de recettes et de recettes auxiliaires jusque pendant le mois d'août ici. Ici, on le trouve en juillet, mais on trouve aussi le timbre. Alors, on trouve le timbre de recette exclusivement pendant l'été, et puis la recette auxiliaire un peu avant et un peu après, disons. Donc là aussi, on peut se dire que le bureau est peut-être fermé, encore que, on voit là, pendant l'année 1950, il n'aurait été fermé que très peu de temps. Bon. Et puis ensuite, il utilise un timbre à date de recette pendant l'été, mais vous voyez que tout ça est quand même assez flou et qu'au total, on n'est pas du tout certain du statut réel de ce bureau. Voilà quelques lettres, par exemple, de la troisième période. Ici, vous voyez, on est en 1849. Ici, on est en 1950. Heureusement, tout ça va se terminer assez rapidement,
puisque, pardon, pour cette période, pour ces deux périodes mixtes, Jacques Concégeau ne donne aucune indication, il n'a rien trouvé dans les archives, mais pour cette troisième période où le courrier est quand même plus abondant, on voit cette cohabitation qui est quand même bizarre. Donc, on n'a pas vraiment d'explication sur ce qui s'est passé. On peut simplement dire qu'il n'est pas banal de voir un bureau muet de recette à recette auxiliaire plusieurs fois, à plusieurs reprises et parfois en parallèle, sans que l'on comprenne vraiment quand ni pourquoi. Et là, je vous cite l'inventaire de M. Concégeau. Et mes remerciements alors à Dominique Hardy qui a fouillé dans le bulletin mensuel pour moi, et à Gilbert Huron et à Pierre Ray. Voilà, je suis arrivé au bout de ces 10 énigmes. J'espère qu'elles vous auront intéressé ou qu'en tout cas je ne vous aurai pas trop lassé. Vous voyez qu'elles ont été de nature très différentes les unes des autres. J'espère que l'un ou l'autre d'entre vous pourra m'aider à les résoudre et je vous remercie de votre attention et de votre patience.